Allez, on est parti. Tiens, on va commencer très très simple. Donne-moi les symboles de la France, s'il te plaît. Alors, les symboles de la République française sont le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, la Marianne, qui est un symbole très important, la devise, qui est liberté, égalité, fraternité, le 14 juillet, c'est une fête nationale aussi, le coq, la fleur des lys et le sceau. Ok. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais, c'est ça. Et l'hymne national, L'hymne national. qui est la Marseillaise. J'allais rebondir dessus en plus. Du coup, bah, parle-moi de l'hymne national qui l'a composé. Alors, c'était Claude Joseph Rouget de Lille en 1792, en mai exactement 1792, suite à un conflit entre la France et l'Autriche. Bataille. Et une bataille, oui, voilà, tout ça, une guerre. Et il a composé ça, et il y avait un bataillon marseillais qui était sur le chemin d'aller à Paris pour suivre Exactement, pour la bataille. l'autre, voilà. Ok, d'accord, d'accord. Bah, donne-moi la devise de la France. Alors, c'est liberté, égalité, fraternité. Pardon. C'est quoi la définition de chacun de ces grands termes? Alors, liberté, c'est agir sans contrainte. Alors, liberté, c'est agir sans contrainte. C'est aussi, on est libre de faire ce qu'on veut sans nuire à l'autrui. C'est juste un synonyme. Hein. Égalité, pardon? C'est juste un synonyme. Agir sans contrainte, c'est faire tout ce qu'on veut, sans nuire à autrui. D'accord, d'accord. Et l'égalité, tous les citoyens, que ce soit hommes ou femmes, sont égaux devant la loi, sans distinction de race, d'origine, de sexe ou d'orientation sexuelle. Exactement. Et fraternité, c'est la volonté de vivre ensemble, s'entraider, avoir l'esprit fraternel, voilà, comme par exemple la sécurité sociale ou le chômage, tout ça fait partie de la fraternité. Alors ça c'est un autre point. C'est compliqué, on rentre pas dans le détail, on dit c'est l'esprit fraternel, le partage, être adhérent dans une association, faire du bénévolat, ça c'est de la fraternité. Là, ce que tu me parles, c'est des minima sociaux, c'est un peu, ça fait partie de la fraternité, mais pas purement dans la définition que nous on cherche, d'accord? Donc ne te complexifie pas la vie à donner ça, parce que ça peut te poser des problèmes en disant, bah alors, quels minima sociaux sont accordés, selon quelles conditions, et c'est un peu compliqué, ok? Selon quel mode de suffrage sont élus nos dirigeants, nos représentants? Ça dépend quel représentant. Le président de la République, Ah, pas les dirigeants de l'État, président de la République. Représentant. Voilà. D'accord. Alors, par exemple, le président de la République française est élu par un suffrage universel direct, par un scrutin ou un mandat de 5 ans renouvelable, une fois. Ok. Donc, suffrage universel direct pour 5 ans. D'accord? Et est-ce que tu pourrais me donner la différence entre une nomination et une élection? Et c'est quoi justement la contrainte avec la nomination, ou du moins l'avantage? Et c'est quoi la contrainte ou l'avantage ou pas d'avantage avec l'élection? Alors, l'élection, c'est les citoyens français qui vont vers les urnes. C'est eux qui votent pour leurs représentants. Et la nomination, c'est le président de la République française qui nomme son ministre. Et à son tour, le ministre, il nomme son gouvernement et il le présente au président de la République. La contrainte, c'est d'être révoqué. C'est-à-dire, un ministre peut être révoqué, c'est-à-dire il peut rentrer aujourd'hui et demain il soit révoqué. Il n'y a pas un délai, il n'y a pas de garantie sur ça. On appelle ça par discrétion, je crois. C'est au pouvoir discrétionnaire du président de la République, effectivement. Et du coup, oui, c'est ça, c'est la révocation. C'est que le président de la République, quand il est élu pour 5 ans, on peut le retirer avant la fin de son mandat. Alors qu'un ministre, évidemment, étant donné qu'il est nommé à la discrétion, il est révocable à la discrétion de la personne qui l'a nommé. Comme il veut le président. Exactement, c'était très bien. Donne-moi les 3 pans, les 3 grandes lignes de la laïcité en passant par la loi qui est venue régir ce principe maintenant très très grand dans notre pays. D'accord. Alors déjà la laïcité c'est un principe fondamental de la République française. Alors il s'agit déjà de la liberté de la conscience, c'est-à-dire liberté religieuse. On peut croire ou ne pas croire à une religion ou adopter une autre religion. Et ça c'est la loi de 1905 qui a fait la séparation de l'état religieux et l'état civil.
Et la deuxième ou la troisième chose, l'État est neutre devant toutes les cultes, devant toute religion. Elle ne subventionne et n'aide aucun culte. Et la religion relève de la vie privée de chacun. Exactement. C'est ça. On appuie bien sur la liberté de conscience, la liberté de pratique et la garantie de pratique et de la garantie de la liberté religieuse. Et ce qui est important, c'est la neutralité, c'est-à-dire pas de subvention du culte par l'État pour ne pas avoir. Pourquoi on subventionne plus? Enfin, pourquoi on ne subventionne pas le culte? À ton avis? Parce qu'il y a plusieurs religions. On ne peut pas subventionner une religion parce que l'État est laïque, il n'y a aucune religion. C'est oui. Pour ne pas faire des guerres ou des guerres de religion. C'est quoi l'avantage? Des conflits. C'est quoi le petit truc quand on subventionne? C'est quoi la petite subtilité quand on subventionne? Je sais pas. C'est qu'on a le pouvoir. C'est-à-dire qu'on peut subventionner, parce que la subvention elle est libre, on peut donner à n'importe qui n'importe quel montant sans exigence législative, sans encadrement juridique. Et ça veut dire que, admettons, on va donner pour la religion chrétienne 2 millions par exemple. Et pour la religion juive, 100 000 euros. Donc on aura plus de pouvoir sur telle ou telle religion. Voilà, c'est une question de. Plus on donne de l'argent, plus ils sont moins autonomes, plus on a de pouvoir sur ces entités. C'est juste ça. Voilà, ça c'est un détail un peu plus pour la culture générale de ceux qui regardent et toi-même. Merci. Donne-moi les présidents de la 5e République. Alors, le premier président de la 5e République, c'était le général Charles de Gaulle en 1959 jusqu'à 1969. Le deuxième président de la République, c'était Georges Pompidou de 1974 jusqu'à 1900. De 1969 jusqu'à 1900. Oui, tout à fait. De 1969, pardon, en 1974. Après, il y avait Valéry Giscard d'Estaing de 1974 jusqu'à 1981. Et il y avait c'est ça. François Mitterrand de 1981 jusqu'à, je sais pas. Après, il y avait de 1981 jusqu'à 1995. Alors, après, de 1995, il y avait Jacques Chirac qui a fait 2 mandats consécutifs, un septennat et après un quinquennat. Exactement. De 2002 jusqu'à 2007, c'était un quinquennat. Oui. Et après, de 2007, c'était le président Sarkozy, Nicolas Sarkozy. Et après, il y avait François Hollande. Et maintenant, c'est monsieur Emmanuel Macron. Ok. Pourquoi on a fait un septennat de 95 jusqu'à 2002 et un quinquennat de 2002 à 2007? Je ne sais pas. Bah si, tu le sais. C'est parce qu'on a changé la loi. En 2000, il y a une nouvelle loi qui est venue dire que les présidents... Ah, vous voulez dire pourquoi ils ont appliqué la loi? Voilà, exactement. La loi, elle était appliquée. Voilà. Ils ont voté ça en 2000, elle a été appliquée en 2002. Exactement. J'ai compris la question. En fait, voilà, c'est juste pour vous faire dire que il y avait avant 7 ans, il y a une nouvelle loi en 2000 appliquée en 2002 qui est venue baisser le mandat de président de la République. Combien de mandats un président peut-il faire maximum? 2. Ok. C'est très bien. Un premier ministre, il est nommé pour combien de temps? Il n'y a pas de temps. Si le président est d'accord et il voit qu'il est bien, il peut rester jusqu'à la fin du mandat de président, sinon il peut le changer. Exactement. Comme il peut c'est ça, super. Donne-moi la date de la 5e République, la date de la Constitution de la 5e République. D'accord, la Constitution de la 5e République. Et qui a mis en place la 5e République? C'était du 4 octobre 1958 par le général de Gaulle. Charles de Gaulle. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a eu en 1962? Alors en 1962, il y a eu le suffrage universel direct. Il y a eu l'indépendance de l'Algérie. Oui, effectivement. Et il y avait aussi, c'était aussi la fin du colonialisme de la France. Tout à fait. C'est 3 dates très très importantes. Quel président a démissionné et qui l'a remplacé? Alors, c'est le président Charles de Gaulle, monsieur Charles de Gaulle. Il a démissionné en 1969 et celui qui l'a remplacé, c'était le président du Sénat, Alain Power. Alain Power, exactement. Et comment s'appelle le président du Sénat actuel?
Gérard Larcher. Oui, t'as un mélange. Côté républicain, oui. C'est ça. Et pour du coup finir cette première partie, donne-moi les droits et les devoirs attachés à un citoyen français. Alors, les droits d'un citoyen français, le droit de vote, le droit d'être éligible au vote, le droit d'être propriétaire et le droit d'avoir un emploi au service public. Un emploi au service public. D'accord. Et les devoirs d'un citoyen français, le devoir de contribuer à la défense de la nation, de la patrie, le devoir d'être un juré dans un jury de cour d'assises, le devoir de payer ses impôts, le devoir aussi, je crois que j'ai tout dit. Vous êtes sûr que, je reviens, c'est bien, devoir d'être juré dans un jury de cour d'assises, devoir d'aller à l'armée, mais on avait dit le droit d'être propriétaire. Oui, le droit. C'est-à-dire qu'il faut, pour être propriétaire en France, il faut être français? Ah non, pas du tout. Voilà. Mais, pour tout le monde, mais c'est parmi les droits de français aussi. Voilà. Alors non. Même un citoyen, enfin pas un étranger, peut être propriétaire. Exactement. Dans l'article 17 du droit de l'homme et du citoyen, c'est pour tout le monde en fait. Oui, parce que l'article 17, c'est un droit absolu. Mais attention à la question, c'était droits et devoirs d'un citoyen français. D'accord. Donc c'est droit de vote, droit d'éligibilité, devoir de participer à l'armée et devoir d'être juré dans le jury de cour d'assises. Ok? Pas les autres. Parce qu'il y en a qui disent payer les impôts. Oui, certes, c'est des devoirs, mais ce sont des devoirs pour tous. C'est-à-dire que même si vous êtes étranger à un titre de séjour, vous payez les impôts au même titre que les personnes de nationalité française. Ouais. Ok? Voilà, on va s'arrêter là. Merci.